Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans École Ensemble, on se met en mode zen. C'est parti pour le sommaire. Voici, sans plus tarder, le sommaire ne prévient pas toujours quand il arrive. Et décidément, il n'épargne personne. Le stress, c'est pour les grands, mais aussi, malheureusement, pour les petits. Avec quelles conséquences? Mathilde Wessels vous dira tout dans un instant. Respirer, méditer, prendre le temps. Ça se fait de plus en plus à l'école. Bon nombre d'établissements ont compris l'importance de ces approches. À quoi ressemblent ces ateliers? Quel impact sur l'ambiance en classe et plus généralement sur l'efficacité des élèves? On en parlera là aussi. Dans un instant, se poser, se connecter, visualiser comment fonctionne la psychologie positive, comment faire un pas de côté et en finir avec ce que l'on a tous en nous. Je parle bien évidemment des croyances limitantes. On en parle avec Gaëlle Piton. Bonjour. Bonjour. Très heureux de faire votre connaissance. Écrivaine, journaliste, accompagnement sophrologie, coaching, méditation, conférencière. Je vous conseille son TEDx. Excellent. Créatrice de Danser sa vie, autrice notamment de la... On dit auteur, autrice, je ne sais plus là, j'ai un trou. Comme vous voulez. Moi, j'aime bien dire auteur. Alors, auteur notamment de la méditation, c'est La vie, c'est chez First, c'est le grand guide de la sophrologie au quotidien. C'est aux éditions Aux éditions Très Daniel, le courrier du livre. Le courrier du livre. Rien que ça, c'est parti, la loupe. Mathilde. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, je suis très zen, très relax. Vous avez respiré? Oui. On inspire, on expire. Exactement. Pour commencer, dites-nous quels sont les symptômes du stress? Alors oui, les effets du stress chez l'enfant sont multiples. Ils peuvent être comportementaux comme l'isolement, l'agressivité, mais aussi des symptômes psychosomatiques tels que des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements. Le stress chez les tout-petits peut avoir comme conséquence un retard même de développement, mais en règle générale, l'enfant peut avoir des crises de larmes, faire plus de colère, avoir des troubles du sommeil, avoir des problèmes d'appétit ou encore fixer le vide. Et pour la petite histoire, le stress tout de même est une action tout à fait normale du corps à un événement ou à quelque chose qui menace notre sécurité ou notre bien-être. À l'origine, l'énergie immobilisée par le stress était utilisée pour lutter pour notre survie, pour combattre ou fuir un danger réel comme un mammouth, par exemple, qu'on croisait. Bah oui, je suis désolée. Oh, vous êtes remonté là. Histoire. Oui, je remonte moi, évidemment, aux origines. Oh, le mammouth, je ne l'ai pas vu venir. J'adore. Bon, même si aujourd'hui, je vous l'accorde, on ne croise plus de mammouth. Bah écoutez, rassurez-moi. Enfin, en tout cas, le corps continue de réagir de la même façon et nous continuons à ressentir le même type de sensation. Quels sont les facteurs du stress chez l'enfant, avec ou sans mammouth? Alors oui, il peut y avoir plusieurs facteurs comme une naissance dans la famille. Une séparation évidemment des parents, un déménagement, un changement d'école, le décès d'un proche. Ces changements d'habitude peuvent être effectivement une source de stress pour l'enfant. Il peut aussi y avoir du stress chronique, comme les situations problématiques qui persistent, par exemple de la maltraitance ou de la pression prolongée quant aux résultats scolaires. Ceci étant dit, le stress chez l'enfant est assez courant lorsque l'on parle de changement d'habitude, mais il faut réellement s'inquiéter lorsque justement ça devient chronique. Et comment on traite ce stress? Alors, il est impossible d'empêcher tout stress, et d'ailleurs c'est un sentiment assez sain, comme je vous le disais en début d'émission, notamment pour les mammouths. Pour aider en tout cas son enfant à réguler ses émotions, vous pouvez commencer déjà par le reconnaître. Dites-lui que son émotion est normale sans pour autant banaliser sa réaction. Aidez-le à mettre des mots aussi sur ce qu'il ressent. Expliquez-lui qu'il ne peut pas contrôler la situation, mais il peut en tout cas contrôler sa façon d'agir. Il existe évidemment des activités pour diminuer le stress de nos enfants. Effectivement, le yoga, la méditation, il est important de faire bouger aussi ces enfants afin qu'ils évacuent le stress qu'ils ont en eux. Vous pouvez par exemple leur proposer des jeux de ballon, courir, jouer dehors. Et puis je parlais de méditation, il y a aussi la cohérence cardiaque. Je pense que vous connaissez cette méthode. Moi je l'ai appliquée, qui est une technique de respiration. Ça dure 5 minutes. J'aime bien quand vous confiez. Efficace. J'aime bien. Oui, c'est quand j'ai arrêté de fumer, pour vous dire. Ah bah. Et c'est très efficace pour contrôler son stress. Non, il y a 6 ans. Attention. Son stress et son anxiété. Voilà, donc c'est très efficace. L'expression orale. Merci beaucoup, Mathilde. L'expression orale, je vous le disais avec Gaëlle Piton, écrivaine, auteure, journaliste, accompagnement, sophrologie, coaching, méditation, conférencière et formatrice, créatrice de Danser sa vie. Danser, c'est la vie aussi. Danser, c'est le premier remède anti-stress.
C'est pas forcément le premier, mais en tout cas, être présent à son corps, c'est l'antidote. Parce que on parlait de mammouth, j'imagine que c'est ancestral. Allez, on danse et on lâche tout. Peut-être, on peut danser avec les mammouths, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un des antidotes, c'est vraiment d'être connecté à notre expérience du moment présent, parce que souvent, ce qui nous fait stresser, ça peut être quelque chose qui est tourné vers le passé ou vers le futur, et donc ça nous ancre dans notre expérience corporelle, effectivement. Gaëlle, est-ce que c'est la danse qui vous a fait découvrir justement l'importance et la puissance du souffle? C'est la danse des 5 rythmes. Ah, c'est quoi la danse des 5 rythmes? La danse des 5 rythmes, ça s'appelle, quand on va danser la danse des 5 rythmes, on appelle faire une vague. Donc c'est une séance qui dure à peu près 2 heures où on traverse 5 mouvements fondamentaux de notre expérience, notre existence. Donc il y a des mouvements lents, des mouvements plutôt rapides. Et l'idée, c'est d'être dans une danse des émotions. Donc vraiment de s'exprimer, pas de faire du beau ou d'imiter un modèle, mais plutôt de laisser danser ce qu'on a à l'intérieur. Donc oui, je pense que c'est vraiment cette danse-là qui m'a... Est-ce que l'on n'a jamais eu autant besoin de souffler? En fait, c'est un réflexe assez naturel. Quand on n'en peut plus, on fait un gros comme ça. Donc l'idée, c'est peut-être qu'on le recrée de manière intentionnelle, qu'on puisse évacuer ce qui a besoin d'être transformé. Effectivement, les émotions, c'est emotion. Ça vient de ce mot-là. Le mouvement, on a besoin de faire circuler tout ça. Notre essence, c'est d'être en mouvement quand même. Le yoga, la méditation, en pleine conscience, d'après vous, ça devrait être obligatoire aujourd'hui, en 2023, à l'école? Alors, moi, je ne milite pas pour l'obligation, parce qu'il y a quand même la question du volontariat qui est très importante. Mais en tout cas, peut-être que ce soit présenté, parce que parfois, on peut avoir de grandes idées reçues. Moi, j'ai transmis la méditation et la sophrologie en Seine-Saint-Denis, et au départ, on m'avait dit « c'est pas trop pour les gens d'ici », ce que je trouvais assez violent, justement. Et l'expérience a montré tout autre chose, en fait. Donc, en tout cas, que ce soit présenté. Après, l'imposer, ce serait comme dire fais ci, fais ça, ce serait une injonction, et je ne sais pas du tout le sens de nos pratiques, en fait. On va parler dans un instant, effectivement, de vos différentes expériences en Seine-Saint-Denis, mais peut-être un mot sur le stress que subissent les enfants, même parfois très jeunes. Tu l'as évoqué, toi, ma chère Mathilde. Il se traduit comment, ce stress? Ça commence à quel âge? Ça commence dès la crèche? Ça commence très tôt, en fait, et ça prend plein de formes différentes. Alors peut-être que quand c'est des enfants tout petits, c'est plus difficile, mais ça va être plutôt des pleurs ou de l'agitation. Ça prend plein de formes, c'est-à-dire, on en a eu quelques exemples tout à l'heure, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des troubles du comportement, de la violence parce que c'est aussi une question d'émotion qui n'est pas transformée, gérée, troubles de l'apprentissage, troubles de la mémoire, enfin ça prend des formes... très variés, et parfois c'est difficile à déceler, mais ça peut aussi être intéressant de voir le contexte, comme vous le disiez. Il y a parfois des changements qui impactent la vie des enfants, et ça, il faut y être attentif, parce que ça se fait jamais sans modification du comportement, ou en tout cas du ressenti. Et justement, il y a des techniques qu'on peut, que ce soit du yoga, que ce soit de la sophrologie, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour les tout petits. Oui, bien sûr. Alors, quand ils sont bébés, ça va plutôt être par capillarité avec les parents. Mais moi, j'ai des enfants à partir de 4 ans en consultation, et c'est simplement pas le même langage. En fait, c'est juste qu'on va plus passer par le jeu. Ça se passe comment, justement? Alors, si moi j'ai 4 ans, je viens vous voir, on commence par où? On commence par quoi? Ça dure combien de temps? On va commencer par des jeux très courts, parce que le temps d'attention chez un enfant est moins important que celui d'un adulte. Je me suis enlevé 40 ans, ça m'a fait du bien d'un coup. Voilà, déjà. J'adore. On va commencer par respirer, parce qu'en fait, nous avons cette respiration avec laquelle on peut travailler en permanence. Elle est tout le temps là, et c'est le cas. On mentionnait la cohérence cardiaque. Il y a plein de techniques qui modifient le rythme de la respiration pour du coup donner une sensation de détente à l'intérieur du corps. Donc, on peut apprendre par des petits mouvements. En sophrologie, il y a la relaxation dynamique, c'est-à-dire on fait des petits mouvements en même temps, on synchronise notre respiration pour évacuer le stress. La relaxation dynamique. Ouais. En sophrologie, non, justement, la grande spécificité de la sophrologie, c'est qu'on peut pratiquer dans des postures actives. On pratique que d'ailleurs dans des postures actives, assis ou debout, parce qu'en général, on est souvent dans ces positions-là. Fais attention à ma position. Je me remets bien. Et l'idée, c'est de synchroniser la respiration, de s'en servir avec un petit geste qui permet d'évacuer la tension, pour ne pas la laisser à l'intérieur du corps. Parce que c'est ça qui est très délétère, c'est quand les tensions s'engramment à l'intérieur de notre corps, et ça peut créer des troubles, des maladies. Enfin, ça peut aller très loin. On inspire, on expire. À quel âge on peut commencer à installer des rituels? Est-ce qu'il faut en installer pour les 5, 6, 7 ans?
On peut l'installer dès l'école maternelle, et le rituel, c'est très très important pour les enfants parce que ça donne beaucoup de sécurité en fait. C'est-à-dire c'est répétitif, et au départ, peut-être que la méditation, même chez les plus grands, chez les collégiens, c'était ça aussi. C'est-à-dire c'est une expérience qui peut être très difficile au départ de laisser passer ses pensées, d'être dans le silence. Et donc il ne faut pas hésiter à répéter, et après ça devient une routine. Nous sommes des êtres de routine en fait. Ça met combien de temps de devenir une routine? Alors les neurosciences donnent 21 jours en fait. Comme durée, mais je pense que ça peut aller assez vite. Par contre, ce qui compte, c'est la répétition dans ces techniques-là. Comment on imagine, Gaëlle, comment on dessine, comment on design, si je puis dire, un atelier yoga ou sophrologie justement avec les plus jeunes, quand on intervient en cours? L'idée du rituel est très importante, d'ouvrir l'atelier, de le fermer avec... alors, on parlera tout à l'heure de la psychologie positive, mais effectivement, ce sont des pratiques qui peuvent être en plus, qui peuvent nourrir aussi les pratiques psychocorporelles. Et ne pas hésiter aussi en tout cas, à accueillir l'expérience du moment présent, parce que parfois, on a aussi une construction dans la tête, et puis c'est pas du tout avec cette énergie que la classe arrive, il s'est passé un truc avant, donc d'adapter en permanence, et surtout de favoriser le jeu, ces pratiques de manière ludique, ça c'est important. Et il faut venir avec quoi dans la poche? On vient avec une feuille, avec un bol, une cloche? Moi, j'ai un bol tibétain parce que le son, en fait, je me suis rendu compte que c'était... souvent, je fais sonner le bol. C'est un son qui résonne très longtemps et ça permet de pratiquer la pleine présence sur le son, par exemple. Mais a priori, il n'y a pas besoin de matériel spécifique. On peut le pratiquer partout et tout le temps. Mathilde? Oui, est-ce que vous préconisez ce genre de pratique, la méditation ou même cohérence cardiaque, plutôt le matin ou en fin de journée? C'est une très bonne question. Alors, en fait, ça dépend vraiment des gens. L'idée, c'est de sentir ce qui va faire rituel. Moi, je sais que, par exemple, si je fais pas la méditation le matin, après, c'est foutu pour le reste de la journée parce que ma journée défile, etc. Il y a des gens qui sont plutôt du soir. Après, si vous avez des troubles de sommeil, par exemple, c'est mieux de faire dans la journée parce que, en fait, nos nuits sont à l'image de nos jours, et souvent, le problème de sommeil, on a tendance à très focaliser au moment de dormir, alors qu'en fait, c'est comme une cocotte minute. En fait, il faut vider un peu la pression dans la journée. Donc, je dirais, facilitez-vous la vie, en fait. Quel moment va être facile pour vous pour pratiquer? Même 3 minutes. Pas la peine de faire des pratiques trop longues. L'entraînement, ça veut dire aussi que plus c'est court au départ, plus c'est facile. On peut méditer même dans le métro? On peut même méditer dans le métro. Avec une application? Avec ou sans. Alors, l'application, ça aide énormément. Par exemple, Petit Bambou, c'est une application que moi, je recommande beaucoup, que j'utilise, que j'ai fait utiliser aussi aux classes, parce que c'est une guidance, vous êtes aussi accompagné. Mais a priori, on peut se sentir autonome. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce petit bonhomme, il est là, Petit Bambou. Voilà, c'est ça. Mais a priori, ce sont des pratiques avec lesquelles on peut être autonome très vite, dès l'instant où vous avez un support d'attention, qui peut être votre souffle, qui peut être le son, qui peut être... ce que vous souhaitez, ou même quelque chose que vous mangez, vous pouvez pratiquer la pleine présence. Méditer, quand on médite, est-ce qu'on apprend mieux? Qu'est-ce que vous dites aux parents qui sont sceptiques, effectivement, quand vous êtes notamment arrivés avec tous ces projets d'expérimentation en Seine-Saint-Denis? Alors moi, je leur dis toujours, on va expérimenter, vous allez voir, ne me croyez pas sur parole, faites et voyez, parce que l'idée de la promesse, c'est un peu compliqué aussi. L'idée de la méditation, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'objectif, c'est dans le lâcher-prise des objectifs, en fait, qu'on arrive à avoir des effets. Donc, c'est un peu, au départ, pour notre compréhension complexe. Mais évidemment qu'il y a des effets qui ont été mesurés sur l'attention, parce que quand on apprend à être pleinement présent, sans doute on apprend mieux, parce qu'on a moins de distractions et on est plus focalisé sur ce qu'on est en train d'apprendre. Et le temps d'attention... Est-ce qu'on progresse vite? Parce que c'est ça aussi, parfois, qui est compliqué pour telle ou telle discipline, c'est que quand on n'a pas le sentiment de progresser, peut-être pas assez rapidement, des fois on abandonne. C'est facile de progresser justement quand on médite en classe? En tout cas, on ressent les effets assez rapidement. Après, en méditation, on dit aussi qu'il n'y a pas de niveau, en fait. C'est-à-dire que même moi qui médite depuis plus de 20 ans, je ne suis pas meilleure que des personnes qui commencent, en fait. Non, vraiment, c'est important parce que c'est toujours en recommencement. On traverse dans la vie toujours des événements différents. Mais par contre, quand même pas le sentiment que vous pouvez justement mobiliser votre esprit, vous concentrer plus facilement et plus longuement, justement? Avec l'entraînement. Je ne sais pas, ça vous veut dire. Mais avec l'entraînement, c'est sûr qu'on peut... Par contre, on peut vite ressentir que quand on ne le fait pas, ça peut nous manquer, il se passe quelque chose quand même. Ça, c'est sûr, plutôt dans ce sens-là. Quelle est l'importance des élèves ambassadeurs
à l'école. Les élèves ambassadeurs dans le projet de sophrologie. Ouais. Alors, juste peut-être pour réexpliquer ce que c'est que l'idée, c'était aussi de transmettre à des élèves et à des enseignants qui pourraient faire descendre dans les classes, parce que mener des projets comme ça, il faut que ça puisse être sur la durée. C'est pas toujours évident de faire des projets durer surtout dans un territoire où il y a beaucoup de turnover. Et c'est important parce qu'ils y sont sensibles, c'est-à-dire ils sont investis d'une mission, en fait, de transmettre. Et je pense qu'on apprend mieux. Quand on est capable de transmettre ces techniques, on les a déjà bien intégrées. Par contre, ça, c'est vrai. Parce qu'on avait déjà fait des émissions avec des référents concernant toutes les thématiques de transition écologique dans l'environnement. Il y a aussi des ambassadeurs. Oui, dans le harcèlement scolaire, c'est le cas aussi. Pour le harcèlement scolaire. Les référents, bien sûr. Et alors, du coup, ce sont les meilleures personnes pour évangéliser aussi bien leurs petits camarades. Faites attention à ce que je vais dire. Aussi bien leurs petits camarades. Comme la laïcité en permanence. Alors, je reformule. Non, mais effectivement, pour convaincre leurs petits camarades, voire même leurs parents, pourquoi pas. C'est les exemples vivants, c'est-à-dire que même pour le projet que j'ai mené au départ, les enseignants étaient un peu réticents, par exemple. Et ce qui a permis qu'ils s'essayent aux techniques, c'est de voir l'effet que ça pouvait avoir sur des gamins, en fait, des élèves qui se battaient moins, parce que j'avais quand même des petits caïds aussi. Voilà. Et je pense que du coup, de voir un camarade qui transmet avec ses mots aussi, adaptés à leur langage, ça peut vraiment être puissant. Ça ne fera pas de lui un sophrologue ou un instructeur en méditation, soyons clairs, mais au moins il pourra passer dans le contexte scolaire quelque chose. Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement pour mettre en place toutes ces expérimentations en milieu scolaire? Alors peut-être les croyances limitantes qu'il y a autour de ces pratiques. Régulièrement, on a des vagues comme ça. Et puis des idées reçues, parce que beaucoup de gens pensent que la méditation, c'est arrêter de penser, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'on ne peut pas arrêter de penser. Il y a quand même, moi j'ai dû beaucoup faire de pédagogie pour essayer juste d'expliquer ce que c'était, démystifier aussi, bien faire le rapport avec la laïcité. Ça a été très important. C'est-à-dire de réaffirmer que ce sont des pratiques laïques. C'est le contexte dans lequel moi je travaille. Oui, ce n'est pas une prière, notamment. Et puis, il y a tout un imaginaire aussi. Puis sophrologie, il y avait aussi ces pratiques comme ça. On se demandait ce que c'était. Mais peut-être les croyances. Et du coup, l'expérimentation, c'est ça qui a tout déclenché par contre. Est-ce que l'on se connecte ou on se déconnecte quand on médite? On se connecte à soi, à l'environnement. Et on se déconnecte pas? On se déconnecte des technologies, peut-être. Bonne nouvelle. À l'école, ça peut être pas mal. Non, si on se déconnecte, c'est que justement, on n'a pas saisi la pratique, en fait. Je pense que si ça nous met dans un autre, et c'est un des risques de la méditation, ou en tout cas quand elle est mal transmise, si on est dans un autre univers et que ça nous déconnecte du monde dans lequel on vit, que ça ne fait pas de nous un meilleur être humain, c'est qu'il y a un souci. Quelle est la différence quand on a son propre bureau dans un collège, son bureau de sophrologue? Je crois que c'est une première, vous avez été la première en France à en avoir un. C'est un gros travail. C'est un gros travail, mais pour moi c'était une vraie reconnaissance de ces pratiques, parce que c'était aussi montrer que même si je suis extérieure, et ça c'était important pour moi, d'être une personne extérieure à l'éducation nationale, je travaille main dans la main avec l'éducation nationale. Et donc il y avait une place pour ça, et du coup une place complémentaire avec la psychologue, avec l'assistante sociale, puisque nous c'est deux femmes qui étaient... Et vraiment d'affirmer cette complémentarité, c'était important. Et vous avez le sentiment que la France est en train de combler en ce moment un certain retard par rapport à d'autres pays qui sont à la pointe sur ces approches alternatives, si je puis dire? Je pense qu'il y a de plus en plus d'expérimentations, il y a de plus en plus de tentatives. Après, peut-être juste de rester bien vigilant à ce qui se développe. Il y a une vigilance là-dessus, sur les protocoles. Il y a des associations qui essayent un peu de cadrer tout ça pour que ce soit plus lisible. Donc je pense qu'on avance. On avance effectivement dans la bonne direction. Comment? Alors, c'est très intéressant. Comment nous, parents, on peut faire pour ne pas transmettre son propre stress à ses enfants? Eh bien, je dirais que déjà, vous avez 2 heures. Fait de son stress à soi. Non, mais c'est comme dans les avions, quoi. Vous mettez déjà le masque quand il y a les turbulences pour aider les autres, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est qu'un enfant, si vous lui dites médite, assieds-toi, relaxe-toi, détends-toi, ce sont des ordres. Donc, c'est contre-productif. Par contre, s'il vous voit faire et qu'il sent qu'il y a même peut-être... Donc, il y a une attitude, il y a une énergie, il y a un certain ton adopté. Oui, et puis que ça a des transformations sur le comportement, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Même qu'on n'a pas dormi de la nuit? Là, on sent le papa. Là, dans le vécu. Est-ce que le sport, ça suffit pour tout évacuer, ou justement, il faut forcément en complément ou de la sophrologie ou du yoga? Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément quelque chose. Il faut trouver ce qui est OK pour soi. Le sport, ça nous connecte directement au corps. Ça peut être la danse, ça peut être l'art. En fait, la pleine présence, on la connaît tous.
par moment. La méditation, c'est le recréer de manière intentionnelle, mais on a forcément connu ce moment où le temps s'arrête, on est face à un super décor, un super paysage, et waouh, on est complètement dedans. Donc chacun doit trouver son chemin par rapport à ça, je pense. Est-ce qu'il y a dès le plus jeune âge la notion, justement, est-ce que vous abordez la notion d'énergie avec tous les éléments qui nous entourent, ou c'est trop tôt, c'est pas la bonne pédagogie non, justement pour les j'utilise pas forcément ça. Non, je parle plutôt d'attention, de disponibilité au monde qui nous entoure, et peut-être que ça peut, oui, de l'attention, plutôt de l'attention. Qu'est-ce que ça apporte au final de méditer? Qu'est-ce qu'apporte la sophrologie aux élèves? On a dit peut-être un temps plus prolifique en termes de concentration, je vais y arriver, mais aussi en termes de performance, je pense aux examens. Ouais, en tout cas, ça apporte déjà une meilleure connaissance de soi. Et ça, savoir comment on fonctionne, parce que pour des enfants, ça peut être terrifiant, les émotions. Quand une émotion, elle vous traverse, même chez des adultes, et qu'elle prend les commandes, ça peut être... Donc, juste de comprendre comment ça marche, qu'une émotion, c'est une vague, et puis qu'à un moment, elle s'épuise dans le corps, et le corps sait très bien faire, mais nous, on ne laisse pas faire le processus en général, parce que quand c'est désagréable, on n'a pas envie que ça se passe, donc on fuit, on fait autre chose. Donc une compréhension, je dirais. Et puis quand on est davantage présent à ce qui nous arrive, on va sans doute avoir des réactions qui seront plus OK pour nous. Et je suis d'accord, c'est pas du tout d'enlever le stress. Du tout. Il y a un stress, heureusement qu'on stresse. Alors pour les mammouths ou pour si elles font chez vous, j'espère bien que vous allez courir. Mais par contre, c'est quand ils se retournent contre vous et que finalement on se recrée. On est paralysé. On s'affrène notre action, on chemine pas vers quelque chose qui a du sens. Donc, mais je dirais que c'est avant tout un apprentissage de comment on fonctionne, de mettre des mots, vous l'aviez très justement dit tout à l'heure. Pour ça demande d'être à l'écoute. Ou avant une compétition sportive, notamment avec les enfants. Moi, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait beaucoup de compétitions, j'avais un stress. Vous oui. Je le dis à chaque fois. Vous allez m'apprendre. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Non, mais blague à part, à très haut niveau, elle en a fait. Mais à haut niveau. En tout cas, bref, peu importe. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on a 10, 11 ans, on est confronté à de la compétition, etc. Il y a énormément de stress, on ne sait pas comment gérer. Bien sûr. Qu'est-ce que vous préconisez pour les parents ou pour les moniteurs, instructeurs, pour justement gérer ce stress-là, de la méditation avant la compète ou... Alors dans le cadre de la compétition, à très proprement parler, en plus moi j'accompagne beaucoup de sportifs aussi, donc je trouve que la visualisation c'est un outil extrêmement puissant, c'est-à-dire de bien comprendre que notre corps et notre esprit sont liés. Donc quand j'ai des pensées qui sont néfastes pour moi, ça crée un vrai impact sur mon corps qui ne fait pas la différence, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire si on visualise par exemple le saut d'obstacle en équitation, on s'imagine que c'est bon, on a passé l'obstacle et on était à l'aise, le cheval était en vraie complicité, et on peut ramener ici et maintenant ces sensations de fierté, de confiance pour réellement les utiliser. Et ça, c'est très puissant. Moi, j'ai accompagné des patineurs, par exemple, à faire des sauts qui n'arrivaient pas à passer sur la glace. On les a passés en visualisation, et donc le corps, il comprend, j'ai déjà fait en fait. Donc c'est OK. Ça enlève la peur en fait, parce que c'est souvent ça qui fige, même dans le saut d'obstacle. Comment on vient à bout, une question à 10 000 €, bien sûr, mais comment on vient à bout? Comment vient-on à bout, je vais y arriver, de ces croyances limitantes que vous avez évoquées? Alors, venir à bout, je pense que c'est un chemin, c'est un travail, mais déjà en les reconnaissant et en se disant que ce sont des programmes qui nous drive, en fait, et que la nature a horreur du vide, la nature humaine a horreur du vide aussi, et il faut absolument trouver des croyances de remplacement. D'accord. C'est des croyances qui viennent de l'enfance, en général, ou pas? Souvent, sociétales, elles peuvent être multiples, dans l'éducation on en trouve beaucoup, et il faut trouver sa croyance de remplacement, expérimenter ça. Qu'est-ce que je peux penser à la place d'eux? Et une fois que le corps en fait l'expérience, c'est là qu'on peut changer. Vous en aviez, vous? Moi, j'en avais des tas. Ouais. Celle sur le corps, celle dont je parle dans ma conférence TEDx que vous avez mentionnée. J'ai engrammé, alors c'est pas forcément quelque chose qu'on m'a dit comme ça, mais c'est mon interprétation, comme je l'ai compris, tu n'as pas le corps d'une danseuse. Donc par exemple ce type de croyance à l'adolescence, c'est super sympa pour votre rapport au corps. J'imagine, ouais. Et donc c'est qu'en expérimentant, avec d'autres outils, un autre rapport au corps que... Je ne sais pas si j'en suis venue à bout, parce que je pense que c'est un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas de le travailler, de les assouplir, quoi. D'accord, c'est un peu comme les fumeurs, j'imagine que quand tu as fumé, tu es fumeur toute ta vie, et quand tu as arrêté, tu te bats quelque part toujours contre effectivement cette addiction. Qu'est-ce qui vous a fait... vous a fait basculer justement concernant ces croyances limitantes? Basculer, ça veut dire... Quelle est la rencontre qui a fait que vous avez pris conscience justement que vous aviez ces croyances limitantes et qu'elles n'étaient peut-être pas fondées? C'est les pratiques psychocorporelles. Moi, c'est la sophrologie, la méditation, ces deux techniques-là, parce qu'elles me montraient dans mon expérience quelque chose qui n'allait pas dans le sens de ce que je pensais. Je me découvrais autrement. Et en fait, je pense que c'est tout le sens de... C'est comme ça, comme quand je vous disais tout à l'heure, on m'avait dit c'est pas un territoire, la sophrologie n'est pas pour les gens de Saint-Denis, ça c'est une croyance. L'expérience a montré que ce n'était pas vrai.
Donc, on peut changer cette croyance. L'info en plus avec Mathilde. Cette information en plus, Mathilde, vous allez nous parler d'hydrothérapie. Oui, et de bébé. Allez. Je vais vous parler notamment de Pauline Frattini qui propose à nos gens sur Oise son programme Le bien-être de bébé avec des séances de baby yoga, massage pour bébé, des bains enveloppés pour jeunes nourrissons, très à la mode, je vois beaucoup sur Instagram pour les jeunes mamans, et même, non mais c'est vrai, et même du baby spa. Alors c'est une façon de supprimer évidemment toute anxiété chez les bébés et nourrissons, notamment après un accouchement parfois difficile pour la maman. L'hydrothérapie est aussi très utile pour lutter contre les troubles du sommeil du bébé, ça soulage aussi le système digestif et renforce le système pulmonaire et cardiaque, mais surtout les bébés peuvent libérer leurs émotions lors de ces séances et ça crée, c'est vrai, un véritable lien entre l'enfant et les parents. Vous allez le voir sur ces images, normalement on a des images, on a presque envie de faire une séance à la place du bébé. Oui, mais c'est ça. Et de se retrouver enveloppé comme ça dans un drap et d'être... J'ai testé, cher ami, j'ai testé. Comment ça? En tant que parent, rassurez-moi, on vous a pas ballotté. J'ai piqué la place de mon bébé. C'était une grande baignoire. Ah oui. La psychologie positive, ça commence dès tout bébé. Oui, par le biais des parents, je dirais. Oui, bien sûr. Les bébés, ils captent tous nos états émotionnels. Psychologie positive, c'est aussi, alors c'est pareil, j'aime bien recontextualiser, recadrer un petit peu. C'est vraiment la science du bonheur, en fait. C'est-à-dire que des chercheurs se sont posé la question de qu'est-ce qui nous rend heureux. Donc, ça part quand même d'observations très, très sérieuses. Et le bonheur, ça s'apprend. Moi, je suis persuadée de ça, vraiment convaincue. Et justement, il y a une part justement de votre approche qui est consacrée à cette psychologie du bonheur, à la psychologie positive. Oui, parce qu'on a tous, en fait, en tant qu'être humain, on a des biais cognitifs. En fait, on voit plutôt les trains en retard que ceux qui arrivent à l'heure, et on est tous comme ça, dans des proportions plus ou moins importantes, mais quand même, c'est un biais qu'on a tous. Et ça, c'est comme des lunettes, en fait, on peut mettre d'autres corrections. Ça s'apprend par la pratique. C'est comme le fait de toujours laisser un avis négatif. Alors qu'on laisse jamais d'avis positif dans les restaurants, les restaurants, tu vas jamais laisser un message. C'est ça. Et il suffit qu'on ait un serveur qui nous parle mal ou une chambre d'hôtel pourrie, et là on va laisser un avis négatif. Ça sent le vécu. Parce qu'il y a ce biais négatif, et puis on appelle ça aussi l'habituation hédonique, c'est-à-dire qu'on s'habitue à ce qui va bien par contre. Donc en fait, il faut peut-être plus de choses qui vont bien, alors qu'une chose qui va pas bien, tout de suite on va polariser notre attention dessus. Et avec l'entraînement, il y a plein de pratiques maintenant qui ont été institutionnalisées, qui sont très puissantes. Par exemple, les 3 kiffs par jour. Chaque soir, avant d'aller se coucher, 3 trucs agréables de la journée, 3 petits bonheurs. Et bien, avec l'entraînement, on se rend compte que notre regard va les chercher, en fait, et donc va être attiré. Gaëlle, pourquoi il est important de le noter et pas seulement de le dire? Ça le fait exister à l'extérieur de nous. D'accord. Donc, vous et moi, on peut le contempler quand ça existe. Donc, tous les jours, important de se noter. C'est une proposition. 3 petits bonheurs de la journée. Oui. 3 petits bonheurs de la journée. Il va acheter un carnet, Patrice. Mais j'en ai un, cher ami. Ma femme m'en a acheté un, effectivement. Mais c'est vrai que je ne fais pas tous les jours. Quel est l'important, justement, parce que ça a l'air comme ça totalement anodin, mais quel est l'important, justement, de cette gratitude dans votre parcours? Oui, alors la gratitude, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a noter les choses positives, mais la gratitude, c'est vraiment le merci, alors qui n'est pas le merci de politesse auquel on peut être habitué. C'est vraiment quelque chose qui nous a bougé dans le corps, qui a fait qu'on a ressenti beaucoup de bonheur à l'égard d'une personne qui a pu nous tenir la porte. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît pas d'ailleurs. Et en fait, on s'est rendu compte, les études montrent que exprimer sa gratitude pour quelqu'un, ça nous rend aussi, nous, plus heureux. Et donc, on peut, dans ce journal que vous allez tenir à partir de ce soir, noter, par exemple, 2 choses agréables et une gratitude, ou 3 gratitudes. On peut aussi écrire des lettres de gratitude. On a tous, par exemple, des enseignants qui nous ont marqués dans notre parcours. Je trouve que c'est intéressant d'écrire. Oui. Madame Sauvage en mathématiques. Dans le bon sens du terme. Madame Sauvage, Madame Épée en histoire géo. Et Madame Venin, bien sûr, en physique. Non, mais les noms, c'est pas possible. Mais je me souviens de toutes mes profs, elles étaient magiques. Il n'y avait pas que les noms, elles étaient magiques. Et c'est vrai que ça avait des noms incroyables. Donc, je commencerai par elles ce soir. Mais faire la visite de gratitude. C'est quoi la visite de gratitude? La visite, c'est vraiment d'aller voir la personne, alors si elle est encore vivante, évidemment, et de lui dire face à face, avec le corps, parce qu'il y a 80% de notre langage qui passe comme ça, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et je vous prie de croire qu'en face, quand vous recevez ça, ça fait du bien. Je vais faire ça. Je vais aller voir Madame Milvac, effectivement, dès ce soir. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu nous voir. Gaëlle Piton, écrivaine, journaliste en accompagnement sophrologie, coaching, méditation, conférencière. Allez voir sa conférence TEDx
Vraiment bien. Telex Roanne, formatrice, créatrice de Danser sa vie. On rappelle que vous êtes présente notamment sur Petit Bambou. Oui, d'ailleurs, justement, comme on parlait de la méditation à l'école, Petit Bambou a développé un programme mettant en accès libre pour les enseignants l'application pour qu'on puisse pratiquer dans les classes. Il y a même un e-book qui est très bien fait pour guider en fait, les enseignants à installer la méditation à l'école et qui est très bien fait et que je recommande pour faire un premier pas. Et le message est passé. La méditation, c'est la vie. C'est aux éditions First. Mais vous avez écrit 4 ouvrages que je vous laisse aller découvrir. Merci ma chère Mathilde. Merci. Merci beaucoup. On respire. Allez, on inspire. En espérant ne pas croiser un mammouth. Inhale, expert, en espérant ne pas croiser un mammouth. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée et encore merci.